aspects, tant dans la préparation, on va dire, vocale, musicale en tant que telle, et puis aussi avec cette volonté simple, calme, mais quand même engagée, de pouvoir nous encourager tous au final, l'être humain, à ne pas mourir de son propre emprisonnement et de se donner la possibilité d'être tel qu'on est, sans être enfermé dans le regard des autres, et puis aussi apprendre à ne pas nous enfermer nous dans notre propre regard. Donc ces deux éléments-là, ces deux aspects, créent une certaine pression, mais une grande joie. Une grande joie parce que je suis allé sur scène, j'ai fait ce que je devais faire. Je pense que Giant était un chant très représentatif et vocalement, on va dire, quelque chose d'adapté. Et puis le message coulait vraiment de cette chanson qui parle d'un être qui est fragile, qui a vécu beaucoup de déceptions, de difficultés, et qui en fait devient un géant, puisque c'est quand on traverse toutes ces choses-là qu'on apprend à se construire et à être plus solide. Voilà. Alors moi, j'étais déjà connu de la production, parce qu'il y a plusieurs années, j'avais fait X Factor. J'ai été au bootcamp, jusqu'à la fin du bootcamp. J'ai rencontré d'ailleurs Slimane. Après X Factor, j'ai pris un peu plus de temps et j'ai été appelé, à ce moment-là, par la production pour un autre The Voice. Et 10 ans après, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, écoute, The Voice, ça peut être sympa, principalement pour une chose, une question d'exposition. Et puis voilà, le kiff de pouvoir annoncer quelque chose devant tout le monde, puis de pouvoir faire découvrir ma voix qui m'aiderait au final à faire évoluer mon projet. Voilà, mais j'ai été démarché au début et puis là, pour la dernière fois, c'est moi qui ai contacté. Mais bon, ça a été plus ou moins évident puisqu'il y avait déjà 2-3 éléments qui étaient là avant. Alors, Papa Drag, c'est un nom de scène qui en fait est on va dire un nom commun chez moi. Papa parce que je suis père, drag parce que j'ai cette volonté de tirer les autres. Et en anglais, drag, ça veut dire ça à la base, tirer les autres. Je suis un père et j'ai envie de tirer les autres, donc aider les personnes à aller de l'avant, pas en étant forcément un exemple, mais en le vivant moi-même. Et puis, le deuxième élément un peu comique, c'est que mon mari m'a dit que le nom de mon ancien groupe était très chiant et qu'il fallait quelque chose de fun. Et il s'est dit, mais c'est vrai, Papa Drag, c'est toi, t'es barré, en même temps t'es un bon père, et puis t'as aidé, et puis voilà, et puis Papa Drag. Tout simplement. Alors la direction artistique, c'est moi qui l'ai fait. C'est quelque chose que j'ai fait depuis toujours. Après j'ai une équipe avec moi. Et l'équipe c'est la famille. Donc on habite ensemble. Et on réalise tout ensemble en DIY, avec une volonté, on va dire, d'esthétisme et puis aussi de respect pour la famille qui nous accompagne, c'est-à-dire les abonnés. On a envie de se donner pour eux. Parce qu'on considère que le métier qu'on fait, c'est pas pour nous, pour les autres. Donc il faut se bouger. Et donc c'est vrai, on bosse dur, hein. Parfois, on dort 4 heures, ce genre de choses. Bon, on ne devient pas fou encore, mais voilà, on est heureux de pouvoir apporter ça et on espère faire mieux. Alors mon identité artistique, finalement ta question elle est compliquée parce que l'identité artistique en tant que chanteur, c'est pas forcément l'identité artistique en tant que telle. Mon identité artistique, je l'ai trouvée tout petit dans le
sens où j'ai compris que l'art était pour moi un moyen de ne pas être seul et de pouvoir utiliser aussi cette solitude pour générer des choses concrètes pour les autres. Maintenant, si tu parles d'identité artistique au niveau du chant, j'ai découvert le chant quand j'avais 16 ans, en rentrant dans une église et en entendant du gospel. J'ai été foudroyé par ce type de chant puisque je me suis dit, non, c'est assez incroyable, on peut parler, on peut dire quelque chose et en même temps le porter avec des notes et une puissance. Du coup, je me suis dit, c'est incroyable, moi je veux faire ça. Voilà. Au début, j'ai fait une bonne dizaine d'années de piano classique. En bon petit garçon, dans ma famille, voilà, on avait un cours de piano classique qu'il fallait faire. C'était très sympa, ça m'aide encore aujourd'hui, un peu raide quand même. Mais à 16 ans, voilà, je me suis dit ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis dans mon grand salon et je me suis mis à faire mes tripes à moi-même. Je mettais les musiques et puis je faisais mes petites comédies musicales, vocales, dans mon salon, etc. Et au fur et à mesure, j'ai gardé cette volonté de la voix, du son au service des mots. Et je me suis retrouvé après assez dans les chanteurs de la Motown qui ont une espèce de quand ils chantent, c'est pas un jeu. Quand ils chantent, ça bouscule. Et c'est ce que je voulais faire. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré aussi l'opéra. Voilà. On va dire, ta question est large, donc là j'ai un peu dépassé comment dire, le cadre de ta question, mais disons que ce qui m'a marqué et ce qui a ancré aujourd'hui ma dynamique artistique, c'est vraiment le fait d'avoir compris qu'avec du son et des mots, on peut dire des choses fortes et qui ont un impact, que la musique c'est pas un jeu. Même si c'est entertainment, même si c'est le show, c'est pas un jeu, ça engage. Voilà. Et le gospel m'a fait comprendre ça. Alors, l'identité s'exprime toujours dans plusieurs chemins. Donc, on va dire, le message de fond, c'est la puissance et l'importance du mot qui vient toucher quelque chose dans nous. Parce que regarde, pour moi par exemple, être triste n'a absolument pas la même définition pour quelqu'un d'autre. Il y a un dictionnaire, on va dire, où tout le monde tourne autour du même mot, mais dans nos vies, l'expérience d'être triste, elle est différente. Et c'est assez intéressant quand on chante, par exemple, et puis que moi, je suis triste quand je chante. C'est assez intéressant de pouvoir le partager pour que ces choses-là fassent écho dans les autres. Et qu'en fait, ça puisse permettre aux autres de revenir eux-mêmes à ce qu'ils vivent, à leurs émotions, donc à creuser le sens du mot, sans en faire une psychanalyse démocratique, mais tout simplement, on vit un instant où le son change quelque chose. Donc mon message, en fait, c'est ça. Après, dans le groupe Papa Drag en tant que tel, c'est ça, mais c'est aussi faire la fête ensemble. Se libérer, sortir des carcans, et puis avoir un espace où on n'a pas à se préoccuper au niveau de son énergie personnelle de est-ce que ça va être bien, est-ce que je vais bien danser, est-ce que je vais bien chanter, non, juste être là. Voilà. Et au travers de cette musique-là, c'est ça principalement que je vais amener. Après, j'ai un choix, on va dire, de technique musicale en tant que telle. Donc aujourd'hui, c'est la soul mélangée à de l'électro. C'est assez intéressant parce que la soul, c'est vraiment une musique justement qui naît aussi du gospel. Donc qui a une puissance en termes de mots. Moi, j'aime beaucoup les gens de la Motown et puis à partir de 1960, Aretha Franklin et puis Nina Simone. Et puis même des chanteurs de soul actuels, parce que c'est très profond. Et en même temps, les gens de notre âge, génération, ont beaucoup du mal à écouter ce genre de musique,
parce que les codes ne sont plus les mêmes, tout simplement. Et je me suis dit, c'est super d'aller puiser dans la tradition et en même temps de moderniser tout ça, tant dans la production musicale, la manière de le faire au niveau de la voix, et puis surtout la manière de l'exprimer sur scène, puisque quand on fait de la soul, en général, on n'est pas en talons, et on n'a pas cette volonté de scénariser cette musique. Même si à l'époque, il y avait comment dire, des chœurs et des chorales qui étaient sur des mots, des rythmiques, des mouvements d'ensemble. Mais là, c'est vraiment dans une dynamique de scénarisation un peu barrée, où en fait la seule limite, c'est la volonté de partager et en même temps d'esthétisme. Voilà. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Comme je t'ai dit, il y a eu l'X Factor, The Voice une fois, The Voice 2 fois, et puis un concours en Afrique à l'époque, quand j'avais 16 ans. Ça a été mon premier concours, justement. Dès que je suis sorti de cette église, je me suis dit, il faut que je fasse un concours, c'est trop bien. Puis j'ai fait ce concours, et puis c'était chouette, j'ai eu la chance de... Pire souvenir au casting, c'est d'arriver, donc oui, pour ce casting à The Voice, je suis arrivé épuisé. J'étais tellement épuisé, si tu veux, que j'en tremblais. Donc du coup, quand je suis rentré dans la salle et tout, j'ai mis carte sur table, j'ai dit, j'ai plus voir, j'ai les oreilles bouchées, j'entends plus rien et je suis épuisé. Donc j'ai commencé à chanter, j'étais épuisé. Et j'arrêtais pas de trembler. Voilà, et ça c'est un moment très pénible parce qu'on se sent totalement, comment dire, contrôlé par sa faiblesse corporelle. Et ça c'est très dur parce qu'on ne peut pas sortir de son corps. C'est toujours le ça. Voilà. Mais finalement ça m'a aidé à avoir un peu de vulnérabilité. Mais bon, j'ai pas très bien chanté. Je me suis dit là ça va pas le faire et puis bon, ça l'a fait. Donc, le meilleur souvenir de casting, c'est la rencontre avec les gens. Voilà, rencontrer des gens différents, sympathiques, venant d'univers musicaux complètement opposés. Voilà, des clashs artistiques et puis des personnalités intenses. Voilà, je pense que c'est les plus beaux moments. Bien sûr, il y a plein de beaux moments artistiques. Mais ça, c'était les plus beaux. Et puis sur scène, bien évidemment, quand j'ai pu parler de l'insolence d'être soi, c'était un grand moment, c'était un beau moment, très fragile. J'étais très comment dire, vulnérable et en même temps profondément joyeux. Alors au départ, comme je t'ai dit, j'ai fait mes petits trips tout seul. Et puis ensuite, j'ai fait de l'opéra. J'ai eu un prof particulier, j'ai fait de l'opéra. J'en ai fait quelques années, peut-être 3 ans. Avec une technique axée sur le bel canto, donc le chant italien, un vrai travail sur l'appoggio et puis la découverte de ma tessiture. Donc, qui était Elden Ténor à l'époque, qui l'est toujours, mais je fais moins d'opéra. Et donc, du coup, travailler, on va dire, cette texture de voix en opéra, ça m'a beaucoup aidé aussi pour comprendre l'anatomie vocale, avec laquelle je peux aujourd'hui, du coup, jouer. Voilà. L'être humain est un être qui s'adapte. Donc, il y a eu des angoisses. Mais des angoisses inspirantes. Parce qu'il faut bien trouver quelque chose à faire, à dire, à vivre. Et moi, la pandémie, je te le disais tout à l'heure, comme ça de manière informelle, c'est très très dur, je pense, pour tout le monde.
Et donc ce serait très insultant pour moi de dire ah pour moi c'est super la pandémie. Non, c'est juste que dans cette solitude et peut-être cet empêchement de pouvoir être pleinement libre de mes mouvements m'a permis forcément d'entrer en antériorité, de chercher, de créer. Puis j'avais besoin d'espace et de temps pour construire mon projet. Et les contenus, comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Du coup, pour moi, dans mon contexte de travail artistique, c'était quelque chose on va dire, en tout cas favorable à ce cadre, à cet univers. Donc, disons que ça allait. Bon, la première des choses, c'est d'accepter de prendre des risques. Parce qu'un casting, c'est un risque. Puis ça ramène toujours à l'ego, donc quand on ne le réussit pas, on a l'impression qu'on est nul, mais dans son entièreté. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'a pas réussi un casting et qu'il faut retenter. Donc il faut être un peu... Voilà, je ne finirai pas la phrase. Ensuite, je pense que c'est très important de savoir pourquoi on veut chanter, pourquoi on veut faire du théâtre. Pourquoi on veut danser, trouver le sens spécifique, et quand on a trouvé le sens spécifique, travailler dur pour avoir une cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Moi je pense aussi que le talent, alors c'est une chose qui est donnée, mais qu'il devient vraiment à son apogée quand il est travaillé. Donc il faut bosser. Faut écouter, faut aller explorer ce que font les autres. Et puis faut aussi, je pense, avoir une volonté d'esthétisme pour aller pouvoir présenter je vais utiliser un terme marketing, mais on s'en fout parce qu'au final c'est ça, pour proposer un produit cohérent. Un produit cohérent et un produit qui marche. Donc il faut travailler, il faut oser, et puis il faut savoir pourquoi on fait les choses. Avec ces trois éléments-là, en général, même si on n'a pas le chemin de tout le monde, je pense que sur casting.fr, on peut trouver son chemin. Voilà. Super, je m'en réjouis, et puis j'en profite pour parler de mes réseaux. Donc sur Instagram, papa.drag. Voilà, et puis bon, c'est assez facile quand on tape papa-drag, du coup sur internet, on a les YouTube, Facebook et tout ça. Mais on va dire que la vie familiale se passe plus sur Instagram, papa.drag. Il y a eu 3 singles qui sont sortis, donc qui vont officiellement être exposés le 20 mars, qui sont justement 3 tributes à 3 reines de la soul. Nina Simone avec Feeling Good, Peggy Lee avec Fever et Amy Winehouse pour Back to Black. Voilà, qui sont des titres soul mélangés à l'électro. Et puis des clips en plan séquence pour donner vraiment cette sensation un peu de réel, un peu de live. Voilà, donc je vous invite aussi à aller les voir sur YouTube et puis amusons-nous.